Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Ouais, ok. À la base, mon métier c'est d'être développeur web. Je fais du Drupal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme WordPress, que vous devez un peu plus connaître normalement. Donc c'est un outil pour faire des sites web. Je suis intervenu l'an dernier pour parler un peu de référencement et depuis un an à peu près, je fais de plus en plus d'intelligence artificielle et je vais essayer de vous introduire un peu ça aujourd'hui, toujours dans cette idée de veille, de voir éventuellement comment ça peut impacter vos métiers, et je vais aussi parler de comment ça va impacter vos vies, parce que vous vivez dans une société où, heureusement ou malheureusement, l'intelligence artificielle va être de plus en plus utilisée. Donc logiquement, si vous suivez un peu la presse, pour vous l'intelligence artificielle ça doit être à peu près ça, c'est-à-dire ça fait tout et n'importe quoi, y compris pas mal de magie. Alors je vais vous montrer que ça fait effectivement pas mal de magie et un peu n'importe quoi aussi. Je vais commencer par un peu de vocabulaire et de principe, donc ça c'est la partie pénible de la conférence. Je vais introduire des termes que vous n'entendrez peut-être plus jamais. Je vais essayer de faire ça le plus court possible. Ensuite, quelques exemples concrets, donc ça c'est la partie beaucoup plus marrante avec des vidéos qui j'espère, peut-être certaines vous avez déjà vues parce que ça a pas mal buzzé, mais je vais essayer de vous montrer concrètement ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et la dernière partie, c'est là où je vais parler un peu de la société et de comment c'est utilisé aujourd'hui. Et j'espère pas trop vous faire peur, mais voilà, faut aussi que vous soyez conscient de comment fonctionne la société dans laquelle vous vivez. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont joué à Counter-Strike? Ok. Qui ont joué contre des bots? Ok. Donc Counter-Strike, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo qui fait s'opposer une équipe de terroristes et une équipe d'antiterroristes. Ce qu'on appelle des bots depuis longtemps, donc c'est des robots programmés pour le jeu. On a tendance à appeler, depuis longtemps, on a tendance à appeler ça de l'intelligence artificielle. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que ce que vous avez dans les jeux, c'est des robots dont les actions sont complètement préprogrammées. Et ceux qui jouent beaucoup contre des robots ont l'habitude de savoir exactement à quel endroit ils sont dans la carte parce qu'ils sont tout le temps aux mêmes endroits. Du coup, on n'appelle pas vraiment ça une intelligence artificielle parce que si on est capable de reconnaître à quel endroit ils vont être systématiquement, c'est que c'est vraiment préprogrammé et fixe. 0AD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu libre, gratuit, dans lequel il y a une intelligence artificielle également. Donc c'est pareil, cette pseudo-intelligence artificielle, elle est entièrement programmée et on peut savoir dans quel ordre elle va faire ses actions ou ce qu'elle va décider de faire en fonction de la situation. Une vraie intelligence artificielle, ça décide de ses actions. C'est la différence aussi qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que on va appeler intelligence artificielle faible une intelligence qui est spécialisée sur un domaine. C'est ce qu'on sait très très bien faire aujourd'hui. Les exemples que je vais vous montrer, c'est ça. C'est des intelligences artificielles qui sont entraînées sur une seule chose et qui la font bien. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une vraie intelligence artificielle qui décide entièrement de ce qu'elle fait et qui se comporte comme un humain, on en est encore très très loin. Donc ce que vous avez vu dans des films sur des vraies intelligences artificielles, ça n'existe pas aujourd'hui et on est très très loin de savoir le faire. Ce qu'on maîtrise vraiment bien, la première chose qu'on maîtrise vraiment bien, c'est quelque chose qui s'appelle le machine learning, en français apprentissage automatique. En gros, c'est plus ou moins des statistiques. C'est quand on a beaucoup d'éléments chiffrés. Typiquement, vous prenez une liste d'appartements, vous connaissez le nombre de pièces, vous connaissez le prix, vous connaissez le quartier, vous connaissez tous ces facteurs-là. Vous donnez ça à une machine. On va avoir ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Donc en fait, la phase d'apprentissage, c'est vous lui donner toutes les données que vous avez sur un appartement à Rouen. Et ce qu'elle va être capable de faire, c'est si vous lui dites après, tiens, j'ai un nouvel appartement sur le marché qui a 3 chambres et il est dans tel quartier, la machine va pouvoir vous dire, vu tout ce que je sais, normalement le prix de cet appartement c'est ça. Donc c'est ça le machine learning. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on donne des éléments à l'algorithme et on lui dit apprendre cet algorithme. Donc ça c'est une image très connue pour ceux qui font de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Chihuahua ou Muffin. On essaye d'apprendre à une intelligence artificielle à faire la différence entre un Chihuahua ou un Muffin. C'est globalement assez facile pour nous humains, sauf que dans certaines photos quand même il nous faut un petit temps d'adaptation. Donc pour avoir une idée d'aujourd'hui, ce qu'on sait très bien faire, c'est si ça vous prend moins d'une seconde en tant qu'humain pour trouver la réponse à une question, ça veut dire qu'on va facilement pouvoir le faire avec de l'intelligence artificielle. Si vous devez réfléchir un peu plus que ça,
Donc là, bon là ça va encore, mais si vous cherchez Chihuahua ou Muffin sur internet, vous allez trouver d'autres photos où c'est de plus en plus dur de faire la différence. Et c'est pour ça qu'on a parfois besoin d'algorithmes. Donc je répète, l'apprentissage supervisé, on donne des données à une machine. À chaque fois on lui dit bah ça c'est un muffin, ça c'est un chihuahua, ça c'est un muffin, ça c'est un chihuahua. Et au bout d'un moment, en lui montrant une image, elle est capable de nous dire c'est un chihuahua ou c'est un muffin. Les exemples que vous trouvez souvent sur internet, c'est faire la différence entre un chien et un chat, mais c'est quand même beaucoup plus marrant de faire ça avec des muffins et des chihuahuas. Le deuxième apprentissage où on commence à savoir faire des choses, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc cette fois-ci, on ne sait rien du tout. Par exemple, on a des ensembles de fleurs, on connaît juste la taille de la tige, la taille des feuilles, la forme des feuilles. On donne ça à un algorithme et lui, ce qu'il va nous dire, c'est globalement, j'ai l'impression qu'il y a 2 sortes de fleurs. Ou globalement, j'ai l'impression qu'il y a 4 sortes de fleurs. C'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en apprentissage non supervisé. Le but ultime, c'est de combiner les deux, d'avoir des informations à la fois sur l'ensemble des données sans rien savoir, et en lui apportant quelques petites infos, en lui disant bah, ça, a priori, on sait que c'est une rose, ça, a priori, on sait que c'est une tulipe, et petit à petit, faire améliorer les algorithmes. Donc ça, aujourd'hui, globalement, on a pas mal d'algorithmes, mais c'est quand même plus ou moins des statistiques assez évoluées. Ce qui est très très à la mode, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Normalement, si vous lisez un peu la presse, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ouais, non? Donc ça, les réseaux de neurones, ça va être pour des traitements beaucoup plus complexes, notamment tout ce qui sort du cadre, on manipule des séries de chiffres. Donc notamment, on va manipuler du son, on va manipuler des textes, on va manipuler des images. Bien sûr, on est dans le monde numérique, donc il faut quand même être capable de les transformer en informations numériques, mais globalement, ça va être pour traiter, par exemple, pour vraiment analyser des images, on va utiliser souvent des réseaux de neurones. Alors à quoi ça ressemble un réseau de neurones? Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est initialement une photo avec un chien et un chat l'un à côté de l'autre, et petit à petit, le réseau de neurones va transformer la photo pour identifier certaines zones dans l'image et être capable ensuite de faire la différence. Alors si je ne me trompe pas, j'ai une image un peu plus précise, voilà. Donc sur la gauche, vous voyez presque la photo telle qu'elle était. On voit un peu plus la forme du chien sur la gauche et la forme du chat sur la droite, mais c'est déjà une première transformation par le réseau de neurones. Et en fait, plus on avance vers la droite, plus on avance dans les couches du réseau de neurones, et plus la photo qu'on trouve à la fin ne ressemble pas du tout à la photo initiale. Mais par contre, le réseau de neurones va savoir très précisément que s'il voit quelque chose comme ça, on est sur un chat, s'il voit quelque chose comme ça, on est sur un chien, et donc en fait, c'est ce qui nous permet de comprendre un peu comment fonctionne le réseau de neurones. Au final, ce qu'on s'aperçoit, c'est que par exemple, il arrive quasiment à distinguer un chien d'un chat uniquement s'il voit une truffe ou s'il voit des oreilles pointues. Là, c'est parce que le chien initial ou le chat initial avait une truffe et des oreilles pointues, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, dans un réseau de neurones, l'image, en l'occurrence c'est une image, mais ça pourrait être pareil pour des sons et des textes, ça passe par tout un tas de transformations différentes pour que l'algorithme arrive à faire la différence. En fait, l'algorithme, lui, il va pas regarder la gauche de la photo et dire ça, on dirait vraiment un chien. Il va vraiment décomposer des couleurs, des formes, des choses comme ça. Et on n'est pas trop capable, enfin, pour nous, ça n'a pas de sens en tant qu'humain de voir ces choses-là. Mais c'est ce qui permet à l'algorithme de distinguer un chien d'un chat. Au passage, on ne sait pas vraiment comment fonctionne notre cerveau. Peut-être que notre cerveau fait ça aussi et que nos nerfs optiques décomposent les images comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas d'énormes certitudes sur ces sujets-là. Je vais vous montrer d'autres exemples de réseaux de neurones après. Et donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a des intelligences artificielles qui ont réussi à battre des joueurs d'échecs. Plus récemment, on a eu des équipes de Dota 2. Il y a des joueurs de Dota 2 ici? Quelques-uns. Ok, donc il y a une équipe de robots d'intelligence artificielle qui a réussi à battre une équipe d'humains à Dota 2. Et l'exemple le plus récent, c'était il y a un mois, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le meilleur joueur du monde de StarCraft 2 qui a été battu par une intelligence artificielle. Là, on parle d'intelligence artificielle spécialisée sur StarCraft 2, mais il n'y avait aucun moyen de prévoir les actions qu'elle allait faire. C'était vraiment, elle réagissait aux actions des humains. Ça s'est fait d'ailleurs sur plusieurs parties pour être sûr que, pour donner une chance aux humains, de trouver des stratégies alternatives et de se dire, ok, bah, l'intelligence artificielle a réagi comme ça sur la première partie, moi je vais faire ça pour contrer cette stratégie, et en fait l'intelligence artificielle à chaque fois a gagné 5-0 contre les humains. Le principe de pour les jeux, pour tous les jeux, pour les échecs, pour StarCraft, etc., on a utilisé ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc en fait on crée d'abord une intelligence artificielle et ensuite on la fait jouer contre elle-même en faisant des milliers de parties.
L'équipe qui a réussi à mettre au point l'intelligence artificielle qui a battu un humain à StarCraft 2 a expliqué que grosso modo c'est comme si ce champion du monde s'était entraîné pendant 300 ans en continu. Donc on pourrait dire que c'est un peu triché finalement, mais techniquement c'est quand même une grosse avancée sur ce qu'on sait faire en intelligence artificielle. Alors je vais parler très très peu de technique sur concrètement comment on fait de l'intelligence artificielle. On a la chance aujourd'hui d'avoir des bibliothèques qui font tout pour nous. Donc en gros, ce que j'appelle data, c'est mes données, c'est-à-dire c'est mes images par exemple. Ce que j'appelle Y, c'est ce que je cherche à prédire. Donc en l'occurrence, si je prends mes photos de Chihuahua ou de Muffin, j'aurai dans mon gros X, j'aurai 1 million d'images. Dans mon Y, j'aurai 1 million de fois, c'est un Chihuahua, c'est un Muffin, c'est un Chihuahua, c'est un Muffin. Je choisis mon algorithme et le algo.fit, c'est la phase d'entraînement. Et une fois que j'ai entraîné mon algorithme, je suis capable, en lui donnant n'importe quelle image, de lui faire prédire est-ce que c'est un Chihuahua ou est-ce que c'est un Muffin. Ça, c'est les vraies 5 lignes que j'ai tapées pour faire de l'intelligence artificielle. C'est pas difficile aujourd'hui de faire de l'intelligence artificielle avec les langages de programmation qu'on a. Ce qui est difficile, c'est de trouver les données ou de comprendre ce qu'on veut faire, mais implémenter vraiment de l'intelligence artificielle, c'est à la portée de n'importe quel développeur. Donc là, on est dans la partie, on fait un peu des statistiques avancées. Si on voulait faire un réseau de neurones, c'est exactement pareil. On crée un réseau de neurones, on ajoute une couche, on calcule le modèle et on entraîne le modèle. Donc c'est vraiment 10 lignes de code pour faire un réseau de neurones. Donc tous les projets que vous voyez sur Internet qui vous disent j'ai réussi à entraîner un réseau de neurones, en fait, ils ont tapé 10 lignes de code. C'est vraiment, enfin je le répète, c'est à la portée de n'importe quel développeur. On trouve des modèles sur Internet tout faits qu'il suffit de récupérer et de réentraîner. Je vous montrerai un vrai exemple concret que j'ai fait sur mon poste en prenant un truc tout fait sur Internet. En 10 minutes, vous pouvez avoir un réseau de neurones qui tourne sur votre ordinateur. Donc le plus dur, c'est vraiment pas de faire du machine learning, c'est de comprendre ce qu'on veut faire. Donc, je vais vous montrer ça au travers de certains exemples d'applications. Premier exemple, quelque chose qu'on fait beaucoup sur les images, c'est de la reconnaissance de forme. Donc là, vous voyez que pour le chien, c'est une vraie réussite. Pour le dauphin, c'est pas vraiment une réussite, pour ceux qui maîtrisent pas l'anglais, il a catégorisé ça comme un ours. Donc dans l'idée, pourquoi? Alors il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que c'est une image un peu inventée, c'est pas une vraie photo. Donc ça correspond pas exactement aux photos avec lesquelles on a entraîné le réseau de neurones. Une deuxième raison, on peut imaginer que la forme comme ça au-dessus de l'eau, ça peut être... moi je vois très bien la photo d'un ours tentant de rattraper des poissons, donc on peut imaginer que ça correspond aux photos qu'il a eues dans son entraînement. Peut-être qu'il n'a pas eu de photo de dauphin du tout, je ne sais pas comment ça a été entraîné. Moi j'ai juste pris une photo au hasard pour tester un réseau de neurones que j'avais trouvé sur Internet. Bon bah tout ce que je sais, c'est qu'il ne sait pas reconnaître un dauphin. Du coup voilà, une intelligence artificielle, ça reconnaît uniquement ce qu'elle a appris. Si vous lui donnez que des photos de chiens et des photos de chats, elle ne pourra pas reconnaître un lion. Elle pourra juste différencier les chiens des chats. Il y a plein de choses. Nous, on fonctionne en tant qu'humains avec des impressions. On peut se dire, tiens, ça ressemble à un chat. C'est peut-être pas exactement un chat, mais c'est un animal qui ressemble à un chat. Une intelligence artificielle, elle ne sait pas faire ça. Elle va vous dire, à 80% de chance, je suis convaincu que c'est un chat. C'est tout. Donc c'est vraiment une histoire de pourcentage en fait. Là, ce que ça me dit vraiment, ça c'est ce que l'intelligence artificielle a cru reconnaître. Si je creuse un peu, en fait ce qu'elle m'a dit c'est un chien à 90% de chance et c'est un ours à 30% de chance. En fait 30% de chance c'est pas assez pour une intelligence artificielle pour qu'elle soit capable de dire c'est vraiment cette forme-là. Et il y a un vrai exemple là-dessus, c'est des sénateurs américains qui comme tous les gouvernements cherchent à comprendre et à légiférer sur l'intelligence artificielle. Ils ont fait un test en prenant des photos de sénateurs et en les donnant à manger à un algorithme d'IBM qui est censé faire des reconnaissances de visage. Il se trouve que, je crois que c'était 30% des sénateurs ont été catégorisés comme criminels. Donc évidemment, vous pouvez vous imaginer que ça leur a pas beaucoup plu. En fait, ce qui s'est passé, donc il y a eu une réponse forcément du porte-parole d'IBM, on parlait de stratégie de marque tout à l'heure. Quand IBM a été attaqué publiquement par les sénateurs américains en disant « votre algorithme marche pas du tout », ils ont dû se défendre. Et donc en fait, ce que les sénateurs américains avaient fait, ils avaient lancé l'algorithme de base. Et en fait, l'algorithme de base, il avait répondu « vous êtes des criminels à 30% de chance ». Et donc ce qu'expliquait IBM, c'est que quand on veut le faire fonctionner dans des conditions réelles, on paramètre pas la probabilité à 30%. On dit à l'algorithme « donne-moi une réponse uniquement si c'est au-dessus de 99%. »
Et quand ils l'ont relancé en mettant au-dessus de 99% la probabilité, tout s'est bien passé, ils ont bien été catégorisés comme sénateurs, enfin voilà. C'était vraiment une question de paramétrage de l'algorithme. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on fait, parce que sinon, on donne à manger un algorithme et on se retrouve avec des ours qui ne ressemblent pas à des ours. Voilà. Faut aussi vraiment toujours creuser quand on a les résultats, c'est hyper important de visualiser les résultats. Un exemple classique, c'est on utilise beaucoup l'intelligence artificielle et notamment la détection d'images dans la santé. Ce qu'on cherche à faire, c'est analyser rapidement des radios ou des examens médicaux pour détecter notamment des cancers très rapidement. Et donc, ils ont, je crois que c'est un hôpital aux États-Unis, ils ont fait des tests avec des radios pulmonaires. Leur but, c'était de détecter très vite des embolies pulmonaires. Et en fait, ils ont mis au point un algorithme, et l'algorithme, au final, après beaucoup de tests, il disait il a 90% de chances de réussir. En fait, ce que faisait l'algorithme, l'hôpital avait deux appareils pour prendre des radios, un appareil fixe et un appareil mobile. Très souvent, ils utilisaient l'appareil mobile sur les cas les plus graves, et il se trouve que les radios de l'appareil mobile, il y avait un petit caractère sur la radio qui disait ça a été pris par l'appareil mobile. Et ce que l'algorithme il a appris à faire, c'est de dire quand c'est une radio prise par un appareil mobile, c'est probablement grave. Donc en fait, il n'a pas du tout appris à détecter les embolies pulmonaires, il a juste appris à reconnaître les radios prises par un appareil mobile et à se dire c'est souvent plus grave quand on utilise un appareil mobile. C'est là vous dire que c'est un algorithme en fait, c'est pas des humains qui réfléchissent derrière. On lui a donné des données, on lui a dit là c'est des poumons en état grave, là c'est des poumons qui sont pas en état grave. Et lui, tout ce qu'il s'est dit c'est quand c'est pris par un appareil mobile, c'est un état grave. Donc voilà. Il y a encore des... Enfin, faut vraiment faire attention quand vous faites de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un exemple qu'on a fait dans ma société récemment, c'était la Saint-Valentin. Ma société fait beaucoup de cartographie, et du coup, j'ai une collègue qui s'est mise à partager tous les lacs en forme de cœur sur la planète. Donc il y en a un certain nombre, comme vous pouvez le voir. Et du coup, pour m'amuser, j'ai demandé à une collègue, mais est-ce qu'on saurait mettre au point un algorithme qui reconnaît les cœurs sur les photos ? Donc, comme j'ai des collègues que s'amusent beaucoup, ils ont fait ça dans la journée. Et du coup, on a juste trouvé sur Google Images tout un tas de photos de cœurs dans la nature, on l'a donné à l'algorithme, et on a un algorithme qui est capable de reconnaître maintenant. Donc ça, c'est des vrais résultats qu'on a eu avec des photos que l'algorithme n'avait jamais eues. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien les pourcentages, mais grosso modo, quand on est à 99%, on est sûr que c'est des cœurs. Là où il y a des erreurs, c'est notamment quand le cœur est avec une inclinaison par rapport à la photo, et du coup l'algorithme le reconnaît pas bien. Alors, on a fait ça avec uniquement 1 millier de photos, on a fait ça en 2 heures. Si on l'avait fait tourner une semaine avec un peu plus de photos, on arriverait à avoir 100% de reconnaissance sur les cœurs. Le traitement d'image, c'est quelque chose qui marche très bien. Ce qui marche de mieux en mieux, c'est la génération d'images. Donc là, c'est un vrai algorithme. Vous prenez une photo à gauche, l'algorithme a été entraîné sur des vrais visages, donc il est capable de générer des visages. Donc ce que vous voyez sur cette photo-là, c'est une image reconstituée par un algorithme en enlevant les lunettes. Donc typiquement, si vous faites du graphisme, bientôt on imagine que énormément de ce type d'algorithmes vont être implémentés dans les logiciels type Photoshop, et vous allez pouvoir faire tout un tas de manipulations qui seront en fait des inventions d'algorithmes. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a des images de base, on leur dit ce qu'on veut modifier, et il va générer des visages en essayant de se souvenir on lui a juste donné une banque de visages. Comme vous voyez sur les photos, c'est beaucoup de visages d'Hollywood. Et il apprend grosso modo à quoi doit ressembler un visage, et derrière, quand on lui soumet tout un tas de traitements, il se dit bon, je vais appliquer les traitements, mais il faut quand même que ça ressemble à un visage au final. Et donc on est capable de mettre des faux cheveux à quelqu'un qui n'a pas de cheveux, etc. Ça, c'est un domaine où il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Un autre exemple d'algorithme, donc ça c'est du Mario. Alors, vous n'avez pas la vidéo. Hop. Ça c'est un étudiant qui s'est dit je vais essayer d'apprendre à une machine à jouer à Mario. Donc comment ça s'est passé? Au début, il a mis en place 8 neurones. Un qui appuyait tout le temps sur la touche A, un qui appuyait tout le temps sur la touche B, un qui appuyait tout le temps sur la touche X, un qui appuyait tout le temps sur Y. Pareil avec les 4 boutons de direction. Vous avez tous joué à Mario dans votre vie? Ok. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il a vraiment fait ça. Donc évidemment, vous imaginez que celui qui appuyait en permanence sur le bouton pour sauter, en fait Mario sautait tout droit et se déplaçait pas. Du coup ça servait à rien. Donc il a introduit une fonction pour dire cet algorithme sera bien si Mario va le plus loin possible.
Et puis il a commencé à utiliser ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, c'est-à-dire il fait se reproduire le bouton qui appuie toujours sur A et le bouton qui appuie toujours sur B, et du coup ça donne un neurone qui appuie sur A, puis sur B, puis sur A, puis sur B, puis sur A, puis sur B. En combinant comme ça avec des boutons de direction, bah là vous voyez donc les neurones petit à petit qui sont activés et qui appuient sur des boutons. Alors ça lui a demandé un certain nombre de générations de reproduction, mais il a fini par mettre en place un algorithme qui joue tout seul à Mario et qui finit le jeu. Le but c'était d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas si c'est très très clair pour vous, mais donc on est passé d'un état où chacun appuie que sur un bouton à un état où ça appuie sur tous les boutons. La partie importante c'était vraiment de lui dire il faut que tu ailles le plus loin possible. Donc quand on avait des générations d'enfants qui combinaient des boutons, on gardait que les algorithmes enfants qui allaient le plus loin possible dans le jeu. Et on a continué comme ça jusqu'à finir le jeu. Cet algorithme il était intéressant, mais du coup son but c'était de finir le jeu le plus vite possible. Du coup il y a quelqu'un d'autre qui a réutilisé un peu cet algorithme, mais en plus de lui dire il faut que tu ailles le plus loin possible, il lui a dit aussi il faut pas que tu t'ennuies. Parce que là en fait le programme il s'ennuie puisqu'il fait tout le temps la même chose, il essaie d'aller le plus loin possible, mais il cherche pas à faire des actions un peu spéciales. En ajoutant le côté il faut pas que tu t'ennuies, on a constaté qu'en fait Mario il allait un peu partout sur la carte, il essayait de sauter même s'il n'y avait pas de raison de sauter, etc. Et du coup celui-là il a aussi fini le jeu, mais il a aussi découvert tous les mondes secrets en essayant de monter partout où il pouvait, en essayant de taper toutes les briques qu'il pouvait. Et voilà, du coup on a fini complètement Mario, et ça c'est un étudiant qui l'a mis au point en une semaine de travail, donc c'est pas non plus incroyable. Ça c'est la vidéo du coup de, si je me trompe pas, voilà, donc ça c'est une partie de StarCraft, et ce que vous voyez en dessous c'est ce que voit le réseau de neurones en fait. Donc il a des informations sur la carte, il a les mêmes informations qu'un humain, c'est-à-dire où sont les positions des troupes ennemies, et donc en fait il choisit à chaque instant de la partie, il choisit où est-ce que je vais poser une troupe, sur quelle touche j'appuie, quelle stratégie j'adopte. Et ce que vous voyez à droite, je ne sais pas si c'est très clair, mais il a aussi un tableau avec les probabilités qu'il a de gagner. À chaque instant de la partie, il sait s'il est plutôt en bonne position ou s'il est plutôt en mauvaise position. Donc la vidéo, ils ont fait une émission de 3 heures où on voit vraiment l'intelligence artificielle jouer contre l'humain, où ils montrent ça régulièrement. C'est hyper intéressant. Ils expliquent vraiment comment ils ont fait pour entraîner l'intelligence artificielle, les actions qu'ils ont faites. Mais il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut faire. Alors un exemple très intéressant, je ne sais pas si vous avez entendu parler des fake porn, c'était il y a 1 an surtout, donc c'était des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettaient de coller la photo de votre voisin ou de votre voisine sur n'importe quelle vidéo porno. Et du coup il y a énormément de films porno qui sont sortis, qui n'étaient pas des vrais pornos, donc aujourd'hui on sait très bien faire ça, et donc là, alors vous reconnaissez peut-être la tenue, mais c'est Jennifer Lawrence, l'actrice de Hunger Games, et donc pour ceux qui l'ont reconnu, le visage c'est celui de Steve Buscemi. Et donc, je vais vous laisser écouter. C'est une vraie interview qu'elle a donnée, sauf qu'ils ont collé le visage de quelqu'un d'autre dessus. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça relativement réaliste, en termes d'expression de visage, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec un algorithme trouvé sur GitHub, sur Internet, avec quelques photos de l'acteur et une vidéo de l'actrice. Encore une fois, c'est à la portée de n'importe qui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour ceux qui vont travailler dans l'audiovisuel, éventuellement dans les effets spéciaux ou dans les films, aujourd'hui on est capable de faire ce genre de choses, voilà, avec des vidéos de personnes, on peut les mixer un peu comme on veut. J'espère que ça vous a un peu impressionné. Ce qu'on fait beaucoup, c'est le transfert de style. Donc ça, il y a déjà des filtres dans les logiciels de graphisme qui existent depuis longtemps. Aujourd'hui, ils vont un peu plus loin parce que c'est pareil, c'est des réseaux de neurones qu'il y a derrière. Donc on sait transférer des styles d'images sur d'autres images. Et notamment, on sait transférer des styles d'une photo. Ce que je vais appeler style d'une photo, c'est par exemple les cheveux ou la couleur de peau sur une autre photo. Et donc les visages que je vous montre là, ce sont des gens qui n'existent pas. Ce sont des gens qui ont été générés avec des réseaux de neurones. Alors c'est pas les meilleurs que j'ai vus, mais aujourd'hui on peut faire des visages photoréalistes, on peut les générer à partir de réseaux de neurones, on n'a aucun moyen de les différencier des vrais. L'algorithme que j'ai utilisé tout à l'heure pour reconnaître les photos, il marche aussi sur des vidéos. Donc ça c'est un des derniers James Bond, pour ceux qui reconnaissent. Et donc vous voyez l'algorithme en temps réel détecter sur la vidéo des objets
parmi ce qu'il a appris à reconnaître, donc essentiellement des voitures, des motos, des personnages. Mais donc on est capable de lancer ça en temps réel sur des vidéos et d'analyser en temps réel les vidéos. Ce que ça veut dire, c'est que, sachant que ça c'est fait avec un PC de quelqu'un, vous imaginez bien que les gouvernements peuvent analyser en temps réel tous les flux vidéo qu'ils ont à disposition, typiquement caméra routière, typiquement vidéo de métro, vidéo de supermarché, etc. En Chine, ça se fait beaucoup. C'est-à-dire que si vous circulez en Chine à quasiment n'importe quel moment, vous êtes identifié dans la rue et ils savent qui vous êtes, ils retrouvent votre dossier, etc. On va y arriver, je pense, en France dans quelques années. Mais voilà, c'était juste pour montrer que ça, c'est pareil à la portée de n'importe quelle personne avec un ordinateur. On va donc commencer à parler justement des impacts un peu plus sociétaux de l'intelligence artificielle. Notamment, je vous ai dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle, ça apprenait des données qu'on lui fournissait, et donc ça perpétue les biais raciaux ou les biais sexistes qu'on a dans la société. Donc un exemple de biais raciaux, c'est cette chercheuse qui a passé dans les algorithmes qui existent, dans beaucoup d'algorithmes de IBM, Microsoft, Google, etc., des photos de Michelle Obama, de Serena Williams, donc de personnes noires très connues. Et à chaque fois, elles étaient catégorisées en tant qu'hommes, ou même pas en tant qu'humains, simplement parce que la majorité des chercheurs sont des hommes blancs. Du coup, il se trouve que tous les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on vous vend dans des startups sont entraînés par des hommes blancs et fonctionnent mal sur les femmes ou sur les personnes de couleur. Donc ces biais raciaux il faut y faire attention quand on crée un algorithme. Et de la même façon, il y a des biais sexistes. Amazon s'est dit, on a des problèmes à recruter. Comme on sait faire de l'intelligence artificielle, c'est tout bête, mais on va lui donner tous les CV qu'on a, en lui disant ceux qu'on a retenus, ceux qu'on n'a pas retenus. Et l'algorithme d'intelligence artificielle va être capable de nous dire, sur des nouveaux CV, ça c'est un bon CV à embaucher, ça c'est un mauvais CV à embaucher. Amazon, comme toutes les entreprises tech, c'est 90% d'hommes. Du coup, ce que l'algorithme a appris, c'est il faut que je retienne 90% d'hommes. Donc dans les CV qu'on lui donnait, quand il y avait directrice d'un club féminin, le CV était éliminé parce que c'était une femme, tout simplement. Donc voilà, tous les algorithmes d'intelligence artificielle, quand on n'y fait pas attention, propagent les biais qu'on a, les biais en tout cas des créateurs ou les biais naturels de la société. Aujourd'hui, c'est notamment des biais raciaux et sexistes. Autre problème, je sais pas s'il y en a qui ont des Tumblr parmi vous, mais depuis quelques mois, Tumblr censure automatiquement les contenus pornographiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette image a été récemment censurée par le moteur de censure d'images pornographiques de Tumblr. On y voit ce qu'on veut dans la photo, mais en tout cas, c'est pas une image pornographique. Donc, à partir du moment où vous avez des algorithmes de censure automatique, ce qui est le cas sur Facebook, ce qui est le cas sur Tumblr, ce qui est le cas sur beaucoup de réseaux sociaux, pareil pour les vidéos sur YouTube, il faut bien vous dire que les algorithmes derrière, ils sont faillibles et que vous pouvez vous retrouver à avoir une photo censurée alors que c'est une photo tout à fait normale. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la série Black Mirror ici? Vous vous souvenez peut-être de cet épisode où toute personne est notée sur ses interactions avec les autres et en fonction de ça a dans la société divers avantages ou inconvénients. C'est une réalité en Chine, ça s'appelle le crédit social et les gens peuvent ou ne peuvent pas obtenir des prêts bancaires ou peuvent ou ne peuvent pas monter en première classe dans un avion en fonction de leur code de crédit social. Donc ça c'est une vraie image de caméra de surveillance dans la rue en Chine où automatiquement vous êtes reconnu et votre score s'affiche. Donc on sait exactement qui vous êtes, ce que vous valez dans la société entre guillemets. Voilà, je vous laisse avec ces réflexions. Et comme tout algorithme entraînable, les algorithmes sont attaquables. Ça, c'est un papier de recherche de Google. En fait, les algorithmes de détection de forme dans les images, ils essaient de se concentrer dans la zone, ce qu'ils appellent d'entropie maximale, c'est-à-dire la zone où il y a le plus d'informations. En mettant cette pastille avec beaucoup de couleurs et beaucoup de changements de forme, ils ont découvert qu'ils pouvaient faire que les algorithmes de reconnaissance de forme, à partir du moment où il y a cette pastille dans l'image, ils disent que la forme c'est un grille-pain, même si vous le mettez à côté de n'importe quoi. Ils ont fait le test avec des humains et en portant un petit pins avec cette image-là, vous êtes catégorisé comme grille-pain. Un de mes espoirs, c'est que dans le futur, tout le monde puisse se balader avec ce type de badge et que les caméras ne nous reconnaissent pas automatiquement ou nous catégorisent comme grille-pain. J'espère que ça arrivera. On est capable aujourd'hui aussi de... comme l'analyse d'image en fait se fait avec les informations de pixels des images, donc on lui dit le premier pixel il est noir, le deuxième pixel il est bleu, etc. On sait comment brouiller une image pour que le résultat final soit pas différenciable par un humain, mais qu'un algorithme ne voit pas du tout la même chose. Donc on est capable avec l'image de début et l'image de fin qu'on veut obtenir de générer ce bruit d'image.
On est capable de faire ça avec des visages aussi. Donc on est capable avec, vous voyez l'exemple avec Drew Barrymore dans Reese Witherspoon, et donc avec des lunettes où on a juste changé quelques pixels, l'algorithme la reconnaît comme Russell Crowe. Donc ça aujourd'hui on sait le faire. Donc pareil, si parmi vous il y en a qui ont l'âme de créateur de lunettes, n'hésitez pas à vendre ce type de lunettes pour que les gens ne soient plus reconnus par les algorithmes. Un exemple qui peut vous impacter beaucoup et qui est vraiment dangereux pour le coup, parce que ça c'était assez marrant, mais les voitures autonomes circulent en reconnaissant notamment les panneaux. Et aujourd'hui, on sait faire en mettant quelques autocollants noirs et blancs sur les panneaux pour que la voiture ne comprenne pas ça comme un panneau stop, mais comme un panneau limité à 90 km/h. Vous imaginez bien qu'elle ne va pas du tout avoir le même comportement. Il y a aujourd'hui énormément de moyens de tromper les voitures. C'est pour ça que ils se basent beaucoup moins sur ce qu'ils voient que sur les informations GPS qu'ils ont. Donc ils ont l'information GPS qu'il y a un stop à cet endroit-là et ils vont pas faire attention au panneau stop, ils vont faire attention à ce qu'ils savent qu'il y a un panneau stop. Mais donc c'est pour vous dire que les voitures autonomes, vraiment autonomes, comme on peut voir dans certains films, on en est loin. On parlait de reconnaissance de forme, il y a un projet qui s'appelle CV Dazzle qui est fait par des techniciens informatiques et des stylistes. Leur but c'est de créer des visages qui ne sont reconnus en aucun cas comme des visages par des algorithmes d'intelligence artificielle. Vous voyez au style, l'idée c'est de casser les lignes caractéristiques du visage en fait. Les algorithmes reconnaissent essentiellement la forme du nez, des yeux et de la bouche. Donc l'idée c'est d'éliminer, un peu comme le maquillage militaire en fait, d'éliminer les formes classiques. Donc c'est essentiellement du maquillage, on trouve des tutoriels sur YouTube pour savoir comment se maquiller pour pas être reconnu. Moi je trouve ça assez important parce que la ville de Nice fait une expérimentation en ce moment et il y a des collèges où est implémentée la reconnaissance des visages et les élèves ne peuvent rentrer dans le collège qu'à partir du moment où ils sont reconnus par les caméras de surveillance du collège. Pour moi ce que ça veut dire c'est qu'à partir du moment où un collégien décide de changer de style comme ça, il pourrait potentiellement ne plus être reconnu. Ce que ça veut dire c'est que du coup on va tous se mettre à être coiffés pareil pour qu'on soit bien reconnus par des robots et du coup on perd une partie de notre humanité. Donc je suis assez friand de ce type de projet qui essaie de repousser les limites de la technique. Alors dites-vous bien que la Chine peut déjà identifier les gens sur leur façon de marcher, donc même si vous masquez le visage, voilà, ça va toujours plus loin. Je vous ai mis quelques ressources si ça vous intéresse et je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions si vous en avez sur le sujet. J'espère que je vous ai pas trop fait peur. Bonjour. Bonjour. Je pense que là, tout le monde a été un peu impressionné. C'était assez flippant. Alors, j'avais une question par rapport au fait qu'on commence à reconnaître les visages, qu'il y a des points sociaux, des trucs là. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ça pourrait être utilisé d'une manière, je veux dire, un petit peu utopique par exemple, la police pourrait s'en servir pour reconnaître un visage, pour avoir quasiment le casier judiciaire de quelqu'un en temps réel ou ce genre de choses. Alors c'est déjà le cas. Ça c'est déjà le cas. Ah bon ? Oui. Ah oui, c'est chaud. Alors pas forcément la police, simplement parce que les commissariats n'ont pas forcément techniquement les moyens financiers de le faire, mais par contre le gouvernement ou les services secrets c'est déjà le cas. À partir des caméras de surveillance dans le métro, typiquement, ils identifient directement la personne, ils savent qui c'est, ils savent d'où elle vient. Ils ont, si on parlait tout à l'heure de Marc, plus vous surfez sur les réseaux sociaux, plus vous donnez d'informations au réseau, plus c'est agrégé quelque part dans des banques de données d'infos qu'on peut avoir sur vous. Et donc, si vous mixez toutes ces bases de données, on peut avoir très rapidement une image de vous, savoir ce que vous consommez, savoir ce que vous aimez, savoir si vous les avez mis dans Facebook, vos opinions politiques, religieuses, etc. On est peut-être déjà tous fichés S. Alors, fiché S non, parce qu'a priori vous n'êtes pas dangereux, mais fiché oui. Ah, mais il y a plusieurs degrés de. Ouais. Mais fiché par contre oui, vous l'êtes déjà tous. Enfin, tous ceux qui parmi vous ont un profil sur un réseau social, en tout cas. Potentiellement tout le monde. Ouais. Juste une question sur les CAPTCHA. Oui. En principe, ça sert à identifier le fait qu'on n'est pas un robot. Oui. Et du coup, est-ce qu'un robot pourrait
Est-ce qu'un robot pourrait bluffer un autre robot? Alors, en fait, les CAPTCHA, donc officiellement, ça sert à vous identifier en tant qu'humain et pas comme robot. Officieusement, ça sert surtout à entraîner les voitures autonomes de Google. Quand vous choisissez quand sur une image, vous sélectionnez le fait que c'est un passage piéton ou un feu, en fait, ce que vous entraînez, c'est l'algorithme de voiture autonome de Google. Donc, moi, je déteste ces CAPTCHA simplement parce que je déteste qu'on m'utilise pour entraîner Alors oui, un robot peut tromper un autre robot. Encore une fois, c'est Google qui a fait une conférence sur le sujet il y a une dizaine d'années maintenant. Quand ils ont un problème qu'ils ne savent pas résoudre, comme comment résoudre automatiquement les CAPTCHA, en fait, ils trouvent un moyen de le détourner, soit d'en faire un jeu, soit trouver d'autres moyens. Et donc le meilleur moyen pour résoudre les CAPTCHA, c'est vous-même de créer un site porno en réutilisant le CAPTCHA. Comme ça, d'autres humains vont le résoudre pour vous, et du coup, vous pourrez résoudre le CAPTCHA original en réutilisant les mêmes images, quoi. Donc c'est détourné parce que c'est pas vraiment des robots qui le résolvent, mais des robots peuvent mettre en place un site que des humains, utiliser des humains pour résoudre des CAPTCHA. Ouais. Bonjour. Je voulais savoir, dans le cadre des jeux vidéo ou autres, Ouais. est-ce qu'un ordinateur va être capable de bluffer dans le sens où il va être capable de se mettre en danger pour gagner une partie, ou alors il va toujours choisir la meilleure solution, la meilleure option? Aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas dans les jeux qui ont été... où on a vraiment étudié la façon de les résoudre, on a toujours été dans le cas où on va choisir la solution optimale. Il va sacrifier par exemple des troupes. Alors s'il sacrifie des troupes, ça il le fait. Dans le but d'attirer, se mettre en danger pour pouvoir gagner. En fait, pour lui, il considère pas ça comme un sacrifice. Il considère juste qu'il va gagner plus qu'il perd sur le... Il voit pas ça comme un sacrifice, mais comme un mouvement normal, en fait, parce que pour lui, une troupe a pas de valeur. C'est un... Enfin, voilà. Le bluff, c'est une vraie question, et je pense que ça fait partie des jeux qui vont commencer à... Ouais, jeux de poker ou autre. Jeux de poker, c'est pareil, il y a du bluff, mais il y a des stratégies optimales, comme au casino, de calcul de statistiques, et donc il va toujours prendre l'option statistique. Au poker, il y a une intelligence artificielle qui arrive à gagner contre des grands jeux, mais que dans certaines types de parties de poker, pas quand on peut, que quand les prix sont réglementés. Ouais, c'est ça. Par exemple, 2 ou 3. Là, il va être capable de... Ouais. Mais enfin, à ma connaissance, le bluff, donc notamment aujourd'hui, pas encore. Il y a des vrais, en fait, il y a des étapes dans le développement des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment sur les jeux. Le prochain jeu qu'ils vont essayer sur lequel ils vont faire travailler les intelligences artificielles, c'est Anabi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous. C'est un jeu où il faut faire des feux d'artifice, sauf que vous ne voyez pas votre main. Vous voyez que la main des autres joueurs avec qui vous jouez. Et du coup, vous devez, à partir d'informations données par les autres joueurs, intuiter votre main. Donc en quoi ça diffère ça a l'air tout simple comme jeu de cartes, et c'est un jeu de cartes assez simple entre humains, mais jusqu'à maintenant, les intelligences artificielles travaillaient que sur des données, sur des jeux dans lesquels elles avaient les informations. Donc aux échecs ou au Go, on connaît toutes les informations puisqu'on connaît l'état du plateau. À StarCraft, c'était un peu différent parce qu'on ne sait pas exactement partout où est l'adversaire. On a quelques informations, mais on ne sait pas partout où est l'adversaire. Et donc Anabi, on ne connaît pas du tout sa main. Donc c'est l'étape d'après pour les intelligences artificielles, être capable de comprendre des choses en ayant des données absentes. J'imagine que le bluff, comme c'est un comportement quand même assez humain, ça viendra plus tard, mais on y arrivera forcément. Merci. Ouais. Bonjour. Il y a le patron du transhumanisme dans le domaine des études. Ouais. Jake Kurzweil, il dit que bientôt on va avoir une intelligence artificielle forte, donc une intelligence artificielle qui est capable de s'améliorer elle-même sans l'intervention humaine. Ouais. Là, on a vu, la question a été posée, est-ce que ça a été capable de bluffer? C'est déjà été le cas sur une partie de Go. Est-ce que vous pensez que dans pas longtemps, on va avoir une vraie intelligence artificielle forte, ou c'est juste une utopie, et que la machine ne sera pas capable de s'améliorer et s'auto-incrémenter comme ça? Il y a différentes théories sur le sujet. Bientôt, moi, j'y crois pas. Simplement parce que... Les zones neuronales, au final, c'est une technologie qu'on connaît depuis les années 50. Ouais, les algorithmes que je vous ai montrés là, ils existent depuis les années 50-70. Ce qu'on n'avait pas, c'était la puissance machine. Donc vous avez vu que le dauphin était catégorisé en ours par erreur. En fait, dès qu'on commence à faire de l'intelligence artificielle, on voit assez vite les limites.
Là, ce qu'on ne se rend pas compte, je vous ai montré les exemples de jeux, pour le coup, gagner à StarCraft, c'est possible en mettant des dizaines de machines en réseau et une énorme puissance machine qui travaille que là-dessus pendant des semaines et des semaines. Pour avoir une intelligence forte aujourd'hui, même si on avait les capacités algorithmiques, on n'a pas la puissance machine pour le faire. Ça viendra peut-être, moi j'y crois pas en bientôt, mais après ça dépend ce qu'on met dans bientôt. Si bientôt c'est 2050, je ne serai pas aussi catégorique. Si bientôt c'est dans 5 ans, j'y crois pas. Vous pensez que c'est juste une question de puissance de machine, C'est- une question d'algorithme pur qui n'est pas capable de comprendre de ce qu'on fait? Non, parce qu'on arrive à... Justement, on travaille beaucoup en essayant de se dire quels sont les mécanismes des humains dans l'apprentissage, les mécanismes neuronaux, neuropsychologiques, comment on pourrait les transformer en algorithmes. On a pas mal de pistes. Aujourd'hui, ce qu'on a en tant qu'humain, c'est assez fort, c'est une heuristique. On peut éliminer des choses très très vite, ce qu'une machine n'est pas capable de faire. Elle est obligée de dire ça non, ça non, ça non, ça non. Nous, quand on voit un animal... Le nombre d'opérations dans la tête qu'on fait pour dire c'est pas un éléphant, c'est un chat est mine de rien important. C'est des heuristiques qu'on apprend depuis qu'on est petit sur les reconnaissances de forme. Et donc ça, on essaie de commencer à travailler, à voir comment on peut l'enseigner à des machines. On essaie aussi de combiner différents types d'apprentissage et on commence à avoir une bonne idée de quels algorithmes il faudrait ou de comment combiner les choses pour améliorer vraiment la compréhension ou la puissance algorithmique. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire une intelligence forte algorithmiquement, mais à la vitesse où ça évolue, on sera peut-être bientôt capable de voir ce qu'on pourrait faire. Par contre, oui, il faut une puissance machine phénoménale qu'on n'a pas aujourd'hui. Bientôt, j'y crois pas. Un jour, peut-être. Voilà. Pourtant, il y a Gemini qui a passé le test de Turing. Ouais, mais le test de Turing, c'est pareil, il est dépassé. Et elle a passé le test de Turing, mais aujourd'hui, je pense que les Siri et autres sont quasiment tous capables de passer. Il y a une grosse évolution ces dernières années sur les assistants vocaux, et notamment, encore une fois, les sociétés qui y arrivent le mieux, les Google, Microsoft et Amazon, c'est uniquement parce que nous leur donnons tellement de données qu'ils arrivent à simuler. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est simuler ce qu'on fait nous, et c'est pas encore vraiment une intelligence forte. C'est effectivement, aujourd'hui, on est capable de passer le test de Turing, mais en fait, il y a encore une vraie marche entre le. C'est la première marche, et c'est techniquement un bel exploit. Socialement, ça me fait plus peur, mais techniquement, c'est un bel exploit. Et l'intelligence forte, c'est quand même la marche d'au-dessus. Bonjour, j'avais une question par rapport à l'intelligence artificielle de Google qu'ils avaient placée sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ouais. Ils voulaient faire une intelligence artificielle autonome capable de discuter avec n'importe qui sur Ouais. Twitter. Sauf qu'ils n'ont pas réfléchi à la communauté sur Twitter et ils ont Ouais. fait un robot raciste, sexiste qui voulait rallumer le quatrième Reich. Tout à fait. Encore une fois, ça se nourrit de ce qu'on est nous. Et donc on est faillible. On est aussi beaucoup de joueurs, notamment sur Twitter, il y a pas mal de trolls et aujourd'hui c'est très très dur de ne pas biaiser quand on développe un algorithme de machine learning, c'est très très dur qu'il ne soit pas biaisé, et même quand on essaie de corriger ces biais, on n'y arrive pas parce que nous-mêmes on est biaisé. Donc c'est un vrai problème, mais il y a eu aussi le contraire, c'est-à-dire une personne qui s'est dit qui a essayé de développer une intelligence artificielle utile pour sa société, qui soit capable d'affecter des places de parking à des gens. C'est-à-dire les gens pourraient lui dire voilà, j'arrive à 4 heures, est-ce qu'il y a une place de parking? Et que le robot lui réponde oui, la place 2D est libre. Sauf que le créateur s'est dit bien sûr tout le monde va jouer avec, donc je vais la faire stricte et méchante. Et en fait, ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que comme ça répondait à un vrai besoin, les gens posaient que des questions gentilles et que le robot, par contre, répondait de façon hyper sarcastique et méchante, genre « Et tu te dépêches maintenant d'aller à ta place », des trucs comme ça, alors que les gens, ils voulaient juste… Et donc, au contraire, les gens la remerciaient. Donc, encore une fois, c'est une histoire de contexte. Si tu réponds à un vrai besoin, ça peut marcher. Et si ton but, c'est d'essayer dans un milieu de trollers à ce que les gens trollent pas, ça n'arrivera pas. Voilà, donc… on est loin encore de la vraie conversation. Par contre, ce que Google sait faire depuis longtemps, je ne sais pas si vous faites beaucoup de recherches Google, mais si vous tapez par exemple, qui est Barack Obama, vous posez une autre question, et quel âge a ses filles? Ce que Google va vous répondre, c'est l'âge des filles de Barack Obama, parce qu'il se souvient des 2 questions précédentes. Ça, c'est ce que fait le moteur de recherche. Son assistant vocal est capable de faire exactement la même chose, et sachant que
Le cas dont je vous parle, c'était il y a 2 ans. Son assistant vocal aujourd'hui, sachant qu'ils ont les meilleurs spécialistes d'intelligence artificielle, il fait bien plus que ça. Donc on est proche de conversations. D'ailleurs, ils ont sorti un robot qui fait des réservations pour vous ou des commandes de pizza pour vous. Enfin, ils ont une intelligence artificielle qui est capable de commander des pizzas en répondant vraiment à des questions, à pour quelle heure vous la voulez, quelle pâte vous voulez, etc. Ça, on est capable de faire aujourd'hui, mais dans un domaine très ciblé. Ouais. Bonjour, merci pour votre Bonjour. présentation. Alors, ce qu'on peut voir aujourd'hui, comme par exemple dans la client, on est d'accord que ça fait peur. Ouais. À chaque fois que je regarde l'épisode, j'ai la part. Donc, du coup, je voulais savoir votre avis peut-être personnel quant aux risques sociaux et ce que ça peut engendrer. Parce que est-ce que c'est pas plus dangereux qu'autre chose au niveau social et dans l'avenir de Alors, déjà, ça dépend si vous êtes un optimiste ou un pessimiste. Moi, personnellement, je suis venu et je me suis mis à l'intelligence artificielle parce que je me dis que dans mon métier de développeur informatique, si j'y viens pas maintenant, je vais me faire bouffer dans 10 ans. Alors, techniquement, j'entends. Socialement, ouais, ça dépend si vous avez confiance à la fois dans le gouvernement, dans le parti au pouvoir, dans le prochain résultat potentiel d'une élection. Et aujourd'hui, un des enjeux du milieu tech est d'essayer de limiter l'usage de l'intelligence artificielle par les gouvernements parce qu'on ne maîtrise pas et parce que donc ça peut être utilisé à des fins nocives. Il y a des mouvements, notamment AI for Good, dont le but est de promouvoir une éthique dans le développement d'algorithmes. Je parlais tout à l'heure des biais. Par exemple, développer des algorithmes sans biais, ce serait un bon début. Donc il y a des recherches en ce sens. Il y a aussi une volonté... vous faites partie de la génération qui est passée par Parcoursup ou pas? Ok. Donc, ouais, les premières années sont passées par Parcoursup et pas les deuxièmes, c'est ça. Parcoursup, c'est un algorithme public. Tout algorithme public, à partir du moment où on met de l'intelligence artificielle dedans, on doit avoir, nous, en tant qu'humains et en tant que personnes concernées par l'algorithme, un moyen de s'y opposer légalement. Et donc, on doit pouvoir comprendre ce que fait l'algorithme. Aujourd'hui, ce que font les réseaux de neurones, on comprend théoriquement, mais pratiquement, les décisions qu'ils prennent, on n'est pas capable de comprendre pourquoi. Ce que je vous ai montré sur le découpage d'images des réseaux de neurones, on sait que ça fonctionne bien, on ne sait pas pourquoi ils le découpent comme ça. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'algorithmes qu'on ne peut pas utiliser dans le cas simplement des gouvernements parce qu'on n'est pas capable de les expliquer. Il y a des gens qui militent pour la mise au point d'un serment d'Hippocrate, un équivalent à ce qu'ont les médecins, pour la tech et notamment pour les gens qui font de l'intelligence artificielle, en s'assurant que ça va être utilisé pour le bien de la société, en respectant tout un tas de valeurs. Il y a une prise de conscience, notamment chez Amazon et chez Google et chez Microsoft aussi. Il y a de plus en plus d'employés qui ont demandé à leur société de ne plus travailler avec l'armée américaine à cause des algorithmes qu'ils développaient qui étaient employés à des fins militaires. Après, comme toute technologie, il y a du bon et du mauvais. Moi, aujourd'hui, je trouve le cool hyper enthousiasmant et je trouve le mauvais tout à fait flippant. Et aujourd'hui, je suis encore à la frontière, mais oui, il y a les deux. Je sais pas comment ça va basculer. Est-ce que le problème c'est l'IA ou c'est la conduite de Le problème, c'est l'IA mal faite. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de startups dans l'IA font de même qu'on parlait de greenwashing tout à l'heure. Il y a de l'IA washing, c'est-à-dire que le gouvernement disant qu'ils vont donner beaucoup d'argent à des gens qui font de l'IA, toutes les startups se mettent à faire de l'IA en faisant n'importe comment. De l'IA bien faite, c'est aussi très bien et très utile. La collecte de données, c'est malheureusement trop tard pour s'y opposer. C'est déjà fait beaucoup par les géants de la tech qui sont américains. En tant que Rouennais, vous suivez peut-être Quant, qui a notamment une éthique autour de ça et qui se targue de pouvoir faire de la publicité en ligne sans traquage. Ça fait partie des initiatives intéressantes à suivre. Il y en a assez peu dans le secteur, notamment parce que c'est pas là qu'est l'argent. Et que donc dans la Silicon Valley, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à prendre conscience qu'ils ont claqué entre guillemets les plus belles années de leur vie à vendre un maximum de pubs à un maximum de gens et pas vraiment à faire avancer la société. Donc il y a des prises de conscience. Nous, on milite pour le respect de l'éthique dans l'intelligence artificielle, beaucoup. C'est pas le cas de tous les acteurs et encore une fois, le problème c'est comme tout. Enfin, je sais pas si certains parmi vous êtes peut-être trop jeunes pour avoir joué à Second Life. Donc Second Life, c'était un monde virtuel. Au bout d'un mois dans Second Life, les trucs qui marchaient le mieux, c'était les casinos et le porno. On est tous humains, tout ce qu'on fait, ça reproduit nos biais humains.
Donc on est tous à la fois bons et mauvais, et l'IA est à la fois bonne et mauvaise. J'ai pas de meilleure réponse que ça. Il y a le LMI de Nord la France qui a un département virtuel sur ce monde-là, qui n'est pas que des casinos. D'accord, oui, non, mais pas que. Enfin, je veux dire, il y avait aussi une vraie vie virtuelle, mais ce qui s'est développé le plus vite, c'était les casinos et le porno très rapidement, en fait. Plus de questions? Ben, merci à toutes et à tous. Ah, Ouais, juste une question par rapport au débat là, qui est est-ce que les outils politiques apparaissent, est-ce que les appels à ce que les pouvoirs publics connaissent les écritures algorithmiques, ils existent depuis pas mal de temps. Je sais qu'en Europe, il y a aussi des choses qui se créent, mais on est là au stade où Zuckerberg va pouvoir faire face au Sénat en donnant de vraies réponses plutôt que non. dire... Aujourd'hui, tous les politiques interpellés sur le sujet, la réponse a été ne régulons pas trop vite sous peine d'économiquement se faire dépasser par les États-Unis et la Chine. Donc pour le moment, on ne régule pas pour vendre. Je vais peut-être l'air un peu négatif quand je dis ça, mais non, à mon sens, en tout cas, la technique évolue beaucoup trop vite pour que les politiques suivent aujourd'hui, notamment parce que la génération, pour beaucoup de politiques qu'on a, n'est pas du tout formée aux outils. Je parle des politiques, mais c'est pareil dans le milieu de la justice, par exemple, il y a énormément de juges qui font partie d'une génération qui n'ont pas été formés au numérique et qui, sur tous les procès, que ce soit autour du droit d'auteur ou des choses comme ça, ne comprennent rien. Le cas classique, c'était un procès raconté sur Twitter il y a 3 jours où quelqu'un finissait son texto par LOL. Et le juge lui a demandé qui est ce LOL à qui vous vous adressez. Donc, voilà, c'est pour vous donner une idée du décalage existant entre les usages d'aujourd'hui. Mais donc, non, malheureusement, c'est pas faute d'alerter. C'est pas faute à chaque fois qu'il y a une tentative de loi qui touche à la tech, d'avoir notamment la Quadrature du Net, une association qui bosse beaucoup sur le sujet. Mais aujourd'hui, on n'est plutôt pas du tout écouté. Notamment, Cédric Villani est un très bon alibi du gouvernement pour dire on a des gens qui comprennent le numérique et du coup on sait ce qu'on fait. Et c'est probablement un très bon mathématicien, mais en tout cas sur le côté informatique, moi je trouve qu'il est à la masse sur pas mal de sujets, donc c'est... Merci.